Parmi les méthodes étudiées par l'Union soviétique, il existerait une façon particulièrement efficace de faire s'effondrer un pays de l'intérieur. Il s'agit de provoquer l'effondrement sans même recourir à la guerre. C'est une stratégie qui consiste à amener le peuple à détruire lui-même son propre pays. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Allons-y. Le KGB, qui était aussi l'agence de renseignement soviétique, investissait la majeure partie de son budget dans la propagande et les opérations psychologiques lorsqu'il menait des actions contre un pays. Le KGB appelait cela le subversion idéologique. Il ne s'agissait pas de faire tomber un pays en peu de temps, mais de le détruire par un processus d'endoctrinement très long. La toute première étape est la démoralisation. Le KGB appelait la première étape de la destruction d'un pays la démoralisation. Ce processus prendrait entre 15 et 20 ans. La raison en est claire, c'est le temps qu'il faut à de jeunes élèves pour entrer à l'école et devenir des membres clés de la société. En d'autres termes, c'est la période nécessaire pour changer les valeurs et la façon de penser d'une génération entière. Pendant cette période, une certaine perspective est continuellement inculquée dans l'éducation, les institutions éducatives, les médias et la culture, et avec le temps, ces élèves deviennent des décideurs dans toute la société. Selon Bezmenov, qui a dévoilé cette méthode de subversion du KGB, cette génération finit par rejoindre les institutions gouvernementales, les organisations publiques, les entreprises, les médias et l'éducation. Ils finissent par juger la société selon les valeurs apprises. Il a averti que privilégier les objectifs idéologiques plutôt que les vrais problèmes du pays peut causer de graves difficultés à la gestion nationale. Il a notamment affirmé que si des personnes occupant des postes importants dans la société partagent une façon de penser similaire, la capacité à se contrôler mutuellement ou à se critiquer pourrait également s'affaiblir. Souvent, des personnes évitent les critiques constructives envers ceux qui partagent leurs opinions politiques. Mais le problème, c'est à partir de ce moment-là. Bezmenov a dit qu'une fois qu'une façon de penser est formée, il est très difficile de la changer. Même si de nouvelles preuves apparaissent, elles ne seront pas acceptées. Et les informations qui entrent en conflit avec leurs croyances existantes seront ignorées ou rejetées. Il a expliqué que même si de nombreux faits, documents, statistiques et preuves sont présentés, il n'est pas facile de changer la perception des personnes dont une vision du monde particulière est déjà établie. La conviction émotionnelle est plus puissante que la persuasion logique. Bezmenov a averti que dans une société qui en est arrivée à cet état, même si des problèmes réels comme l'échec des politiques, des difficultés économiques ou des crises extérieures surviennent, il se peut qu'on ne parvienne pas à en analyser correctement les causes. Même lorsque des jugements erronés se répètent, au lieu de corriger leurs croyances, ils cherchent la cause ailleurs. Il a affirmé que cela pouvait affaiblir la capacité de réaction d'un pays. C'est pourquoi il a estimé que la phase de démoralisation était le processus le plus dangereux. Même si la société tente de se redresser après être tombée en crise, la façon de penser des personnes qui composent les institutions clés est déjà figée. Bezmenov a indiqué que renverser cette tendance prendrait du temps, le temps qu'une nouvelle génération prenne le relais. Et il a affirmé que cette période pourrait également prendre entre 15 et 20 ans, soit à peu près le même temps que celui qu'a pris la première phase de démoralisation. Quand on juge la deuxième étape assez avancée, on passe directement à la suivante, la déstabilisation de la société. Bezmenov disait que cela dure généralement de 2 à 5 ans. Si, lors de la première étape, les valeurs et la façon de penser de la société ont changé, il s'agit maintenant d'une période où cette influence s'étend à l'ensemble du fonctionnement de l'État. Il a souligné en particulier l'économie et la diplomatie. Il a indiqué que des secteurs clés de l'État, tels que la défense nationale, s'affaiblissent progressivement, mais qu'à ce stade, aucune force extérieure n'attaque directement le pays. Il a déclaré que ce ne sont pas les agents qui détruisent les installations ou mènent des actions militaires, mais les membres de la société influencés qui fragilisent l'État. Par exemple, le fait de vouloir se désarmer soi-même, ou d'essayer de se rapprocher d'un pays hostile, tout cela en fait partie. Dénigrer certains groupes en les accusant à tort de sympathiser avec un pays hostile à cause de leurs opinions en fait aussi partie. Bezmenov estime qu'à ce stade, la population ne réalise plus la gravité du problème. Même si l'État s'affaiblit, les gens n'y voient pas un signal d'alarme. Il a expliqué que des sujets qui auraient autrefois suscité de grandes controverses sont désormais acceptés naturellement. Et même des opinions contraires à l'intérêt à long terme de l'État commencent à être considérées comme normales. Il a déclaré que la répétition de ces phénomènes réduit la vigilance de la société. Il a également déclaré qu'à ce stade, de nouveaux leaders sociaux apparaissent. Bezmenov les appelait des éléments dormants. Des personnes auparavant peu influentes deviennent soudainement des figures centrales, dirigeant mouvements sociaux et agendas politiques. Ils justifient leurs actions par des valeurs comme les droits de l'homme, l'égalité, la justice et la lutte contre les discriminations, affirmant que cela leur vaut le soutien du public. Il a expliqué qu'ils gagnent en influence et en voix sociale grâce au soutien des médias, organisations citoyennes et fondations.
Bezmenov considérait que dans ce processus, les conflits sociaux s'intensifient progressivement. Les conflits dus aux oppositions politiques s'aggravent, les affrontements entre générations augmentent, ainsi que les tensions liées aux professions et aux classes sociales. Il a affirmé que les affrontements autour de la race et des régions s'intensifient également. Il a soutenu que les membres de la société en viennent à se percevoir comme des groupes rivaux ou des forces hostiles, plutôt que de rechercher des objectifs communs. En conséquence, il a expliqué que la confiance sociale s'affaiblit et qu'un environnement se crée où l'affrontement et les conflits se répètent, plutôt que le compromis et la coopération. Bezmenov a prévenu que si cette tendance continue, la société deviendra progressivement plus radicale. Les gens perdent le terrain d'entente et, au lieu de convaincre l'autre, ils en viennent à l'attaquer. Il a dit que les conflits liés à la politique et aux questions sociales surgissent même entre proches, rendant le dialogue difficile avec ceux qui pensent différemment. Il a expliqué que si cette situation persiste, la cohésion sociale s'affaiblit fortement, et on risque d'entrer dans la phase suivante, la crise. Bezmenov a décrit la crise comme la troisième étape du renversement d'un État. Il a affirmé que, contrairement aux étapes précédentes qui s'étendent sur plusieurs décennies, la phase de crise peut se dérouler en très peu de temps. Selon ses explications, 6 mois environ suffisent pour cette étape. Il explique que les problèmes économiques persistants, les conflits politiques et les divisions sociales provoquent un chaos soudain dans le pays. Des problèmes habituellement invisibles éclatent soudainement, et la population commence à ressentir que le système en place n'est plus capable de résoudre ces difficultés. De plus, à ce stade de crise, d'importants changements de la structure économique et de la structure du pouvoir sont également entrepris. Il a expliqué que la restructuration du système politique et la réorganisation du pouvoir avancent vite, pouvant causer des affrontements avec l'opposition. Il a ajouté que la population privilégie alors la stabilité et l'ordre à la liberté et à la diversité. Les personnes fatiguées par une longue période de chaos en viennent à souhaiter un leader fort qui propose des solutions immédiates, plutôt que des débats complexes et des procédures longues. C'est alors qu'une nouvelle force émerge. Ils cherchent à gagner le soutien du public en promettant un avenir meilleur, une société plus juste et une économie prospère. Mais sans tenir compte des ressources ou de la faisabilité, ils multiplient les promesses populistes séduisantes. On dit que cela donne au peuple l'espoir d'une résolution rapide de tous les problèmes. Bezmenov a affirmé que ces promesses sont utilisées comme un puissant outil politique pour absorber l'anxiété et le mécontentement des gens. Mais le problème commence ici. Bezmenov a souligné le sort des idéalistes ayant coopéré au changement de régime. Il a expliqué que certains intellectuels et militants actifs durant la Révolution devenaient un fardeau après l'installation du nouveau pouvoir. Pour le nouveau pouvoir, ces personnes, dotées d'une pensée indépendante, pourraient devenir une force critique si leurs idéaux ne se réalisent pas. Bezmenov a aussi déclaré avoir vu de tels cas lorsqu'il était en Inde. Il paraît que certaines personnes qui soutenaient ou collaboraient avec l'Union soviétique n'ont pas été dignes de confiance lors du processus réel de réorganisation du pouvoir, et qu'elles ont été profondément choquées en découvrant que des changements pouvaient être apportés selon les besoins. Il a expliqué que cette expérience était l'une des raisons qui l'ont poussé à décider de faire défection. Il a également mentionné que le KGB considérait comme des cibles plus utiles les personnes avides de pouvoir et prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs, plutôt que les idéalistes. Il pensait que ceux qui agissent selon leurs convictions peuvent se rebeller, alors que ceux guidés par l'intérêt personnel sont plus faciles à craindre et à contrôler. Bezmenov cita le Nicaragua et la Grenade. Il a cité l'Afghanistan, affirmant qu'après un changement de régime, d'anciens collaborateurs sont parfois purgés, expulsés ou emprisonnés. Il a averti qu'une fois la phase de crise terminée, le rôle de ceux qui ont aidé à la révolution n'est plus nécessaire, et que le nouveau pouvoir agit pour éliminer les forces qui pourraient représenter une menace potentielle pour lui. Et puis vient la dernière étape mentionnée par Bezmenov, la phase de normalisation. À première vue, ce terme donne l'impression que le pays retrouve la stabilité et l'ordre, mais selon les explications de Bezmenov, c'est tout le contraire. Selon lui, à ce stade, la structure politique, économique et sociale du pays a déjà été profondément transformée. La population s'est adaptée au nouveau système, et la conscience qu'il faut retrouver les anciennes valeurs et les anciennes institutions diminue. Même si une menace extérieure survient, ou qu'un coup d'État ou une révolution éclate à l'intérieur, la volonté de réagir activement s'affaiblit. C'est parce que le consensus sur la nécessité de protéger le pays a lui-même disparu. Bezmenov a déclaré que cette situation résulte de décennies de manipulations idéologiques et de changements sociaux, et non d'un événement soudain. Il a aussi expliqué que cette méthode était jugée très efficace, car elle affaiblit un pays adverse sans recourir à une force militaire importante ni à de lourds coups de guerre. Il a averti que le vrai danger venait du fait que la population était incitée à détruire son propre système et ses institutions, plutôt qu'attaquer de l'extérieur.